Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver ici à la deuxième journée de la 34e édition du Salon du Livre de Montréal. Nous sommes justement au point qui nous est dédié à nous, voix du Sud, voix francophones, les grandes voix francophones. Et aujourd'hui, pour parler des choses qui sont les nôtres et qui nous concernent, nous allons parler notamment de l'action de la diaspora et de son regard sur ce qui se passe sur le continent. Et deux éminents membres de la diaspora nous accompagnent aujourd'hui. Alors, je suis avec Jean-Paul Bongo, journaliste communicateur depuis Mathusalem, installé depuis plus de 40 ans ici au Québec. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Mathusalem. Merci quand même. Est-ce que cet adverbe, j'ai menti en disant Mathusalem? Non, je préfère répondre à sa place. Il l'a connu, Mathusalem. Et voilà justement comment il s'introduit lui-même, justement, Guy Amou, écrivain, journaliste, lui aussi installé presque depuis Mathusalem quand même, ici au Québec. Hein? Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Ouais. Alors, Jean-Paul, vous nous contiez un peu l'histoire de votre arrivée ici au Québec depuis presque 4 décennies déjà. Racontez-nous cette histoire. Mon arrivée ici, mon histoire est toute simple. Hein? Oui. J'ai suivi mon oncle qui était représentant de l'OACI ici, oui, qui me demandait de venir avec lui. Ben, je l'ai suivi et puis je suis resté. Lui, malheureusement, il est mort maintenant, mais moi, je suis resté. Oui, à l'époque, vous aviez quel âge? Oh là là, à l'époque, j'étais quand même dans la vingtaine. Hein? Dans la fleur de l'âge. Oui. Oui. Et vous n'aviez pas programmé rester? Non, non. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on vit encore avec. Oui. On vit toujours avec cette intention de repartir un jour. C'est vraiment dommage. Hein? Je dirais la majorité d'Africains qui sont ici, et Guy aussi. Oui. Et on vit ici. Il faut dire qu'on est dans un coin du monde où il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passe en Afrique en général. Hein? Et alors, on a toujours l'impression qu'on est ici pour... on est de passage, quoi. Oui. Un jour, on va repartir. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que 40 ans sont passés, mais on est encore là, quoi. Mais on va repartir un jour. Mais qu'est-ce qui vous a obligé, alors que vous aviez la vingtaine, à rester, alors bien sûr que vous n'aviez pas programmé rester? Qu'est-ce qui vous a captivé? Bon, mais c'était d'abord les études. Hein. C'était d'abord les études. Faire les choses autrement, c'était tout différent de ce qu'on a toujours connu, étudier en Europe, en France spécialement. Pour nous, les francophones, pour les anglophones, même ceux qui venaient ici, anglophones, il y avait toujours... c'était toujours cette façon d'étudier qui n'était pas toujours pareille. Qui n'était pas pareil. Et oui, la différence a fait en sorte que, bon, on était à l'aise, on étudiait, on avait tout ce qu'il fallait ici pour étudier. Hein. À l'époque, il n'y avait pas toutes les conditions réunies au pays. Enfin, il n'y en a pas toujours, hein, de toute façon. Ici, on avait quand même, imaginez-vous, quand même, on avait non seulement la possibilité d'aller étudier, on avait aussi la possibilité de travailler. Oui. Le travail, on en trouvait un peu partout. Je peux encore dire, peut-être pour vous faire rire, à chaque coin de rue, on pouvait travailler, on pouvait trouver n'importe quoi pour subvenir à ses besoins. Donc, bon, pour nous, c'était, si je ne vais pas au cours aujourd'hui, j'irai demain, il n'y a pas de problème, mais je ne crée pas de faim. Ouais. C'est tout ça qui a fait en sorte que, bon, mais on est resté, hein, personnellement. L'année exacte et le jour exact de votre arrivée, vous vous en souvenez? Oh là là, c'était en 72, 1 décembre, c'était un mauvais mois parce qu'il faisait tellement froid. Il faisait tellement froid ce jour-là, et puis il neigeait déjà, hein, c'était en 72. Oui. La journée exacte m'échappe toujours, mais je sais que c'est en décembre. C'est en décembre. On va peut-être demander si ça a été le cas de Guy Amou qui lui est arrivé en 1978. Il est arrivé en pleine neige, hein, il est tombé 4 fois. Non, il ne neigeait pas. Je suis arrivé le 5 septembre, je m'en souviens très très bien. D'ailleurs, je quittais Lomé le 26 août. Je devais arriver ici le 28 août, sauf que je suis tombé en pleine grève d'Air Canada à l'époque. Alors à Roissy, bon, on a dû s'arranger, passer par New York, et puis après, bus de New York jusqu'à Montréal. Donc,
un 5 septembre, il faisait 5 degrés, je me rappelle. Ah, le chanceux. Moi, je suis arrivé au mauvais moment, moi. Et donc, vous, votre expérience a commencé un 5 septembre 1978. Je n'ose pas vous dire quel âge moi j'avais à l'époque. Hein, vous voulez savoir? C'est même pas si l'herbe et est-ce qu'il était né? Oui, il avait quelques semaines. Oh, j'avais exactement 3 ans. On n'avait pas poussé encore. J'avais 3 ans, mais 3 années ne pouvaient pas me permettre de voir cette réalité que vous avez découverte. Alors, Guillamou, vous êtes parti du Togo, justement, hein, de ce Togo de l'époque, la grande époque Yacine Bey. Vous êtes parti avec une conscience de départ, ou vous êtes parti juste un peu sur le fait, un peu comme Jean-Paul? À dire vrai, je suis parti pour à peu près 4-5 années, en principe. Parce qu'il était inscrit depuis le départ que je ferais mes études à l'extérieur. Mon père m'a toujours dit, après le bac, je t'envoie à l'extérieur, c'est sûr. Et il m'a toujours dit aussi, ce serait jamais en France. Donc, non, il voulait pas du tout qu'on aille étudier en France. Et autour de la classe de seconde, il a commencé à me dire, écoute, essaie de trouver l'endroit où tu veux aller étudier et qu'il soit autre que la France. Donc j'avais le choix entre la Suisse à l'époque, l'Allemagne qui m'intéressait parce que je parlais à l'époque couramment l'allemand, et le Canada. Finalement, bon, j'ai abouti ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que bon, il y avait une très très bonne école d'ingénieurs ici, l'école polytechnique, qui m'intéressait énormément. Donc c'est là où je suis rentré quand je suis arrivé ici. Au départ, je le répète, c'était uniquement pour les études. Sauf qu'une fois les études terminées, mon père m'a écrit, me dit, écoute Guy, la situation n'est pas très 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 bonne actuellement, reste encore un peu. Un peu. Un peu est devenu un peu beaucoup. Alors finalement, on a pris des assises, on s'est mariés, les enfants ont commencé à naître, bon, on a commencé à avoir une vie de plus en plus organisée ici. Et même au début, quand les enfants étaient très jeunes, on parlait encore, ma femme et moi, de retourner, s'installer là-bas. Et puis c'est, une fois je me rappelle, c'est ma mère qui disait à ma femme, mais vous êtes fous, restez là-bas, vous êtes mieux là-bas. Mais justement, la question se pose, bien évidemment. Quand vous avez fait 40 ans, vous venez de me dire, Jean-Paul Bongo, que vous rentrez du pays. De ce pays-là où évidemment les élections n'en finissent pas, les contestations post-électorales n'en finissent pas et le chaos est presque tous les jours béant et évident. Alors est-ce que au regard de cette actualité-là, vous êtes content d'être resté ou vous regrettez un peu de ne pas retourner au pays plus longtemps? Oh oui et non, hein, compte tenu de tout ce qui se passe en Afrique en ce moment, je dirais oui et non. Bon, j'y pense beaucoup. De tout le temps que je vis ici, je pense toujours repartir. Pour une raison, quand je veux faire rire Guy, je dis, oui, il faudrait bien y penser parce que mon nombril est enterré là-bas. Donc, je ne peux pas vraiment faire autrement. Et de l'autre côté, on se dit, bon, on a quand même tout donné là où on est ici en ce moment. Oui. On a tout donné. Il est peut-être temps pour moi, pas nécessairement d'aller vivre là-bas, mais d'aller peut-être systématiquement pour donner un peu le peu qui me reste ici, ce que j'ai fait ici, peut-être contribuer un peu à tout ce qu'on pourrait appeler comme changement au pays. Il y a beaucoup d'espoir. Moi, j'ai toujours dit que bon, l'Afrique va s'en sortir un jour. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Les gens travaillent beaucoup en Afrique, ça il faut le dire. C'est ce qu'on ne perçoit pas facilement parce que le trou est tellement profond que bon, on ne voit pas exactement les efforts que les gens font, mais il y a plein de choses à faire en Afrique. Il y a de l'espoir, vous pensez? Oui, je pense. J'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup d'espoir en Afrique. Mais, je suis un peu de nature optimiste, j'ai toujours pensé. Donc on diront que l'espoir n'est plus totalement permis avec l'absence de vrais leaders, les leaders qui ont disparu, ou soit ils se sont tus, soit on les a fait taire avec la disparition de ce grand leader arabe aujourd'hui qui est parti, je veux nommer Mohamed Kadhafi. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez aussi le même sentiment de cet afro-optimisme dont parle Jean-Paul Bongo? Oui, mais pour revenir à la question, d'abord... Vous savez, il y a un privilège que donne l'âge.
qu'en vieillissant, on se rend compte qu'on ne peut pas changer le monde tout seul. C'est impossible. Et en même temps que ce privilège, on finit par prendre la réelle mesure des choses. Jean-Paul le disait tout à l'heure que je continue à rêver de retourner en Afrique. Mais le fait de rêver de retourner en Afrique, c'est moins pour moi que pour ceux qui suivent. Je veux que mes enfants comprennent de plus en plus d'où ils viennent, qu'ils aient cette option-là. Et qu'ils aient cette option-là en toute connaissance de cause. Et ça ne peut arriver que si moi je garde un pied-à-terre là, si moi je garde un lien là, pour que ça devienne une terre ou un terreau à racines pour eux. Sinon, les enfants qui naîtront d'eux vont être déracinés. Eux, ils ne le seront pas parce qu'ils nous ont connus, leurs parents. Mais si nous ne nous arrangeons pas pour les enraciner, leurs enfants n'auront pas de racines. Et c'est beaucoup plus. Ça a l'air un peu égoïste, mais c'est ainsi. C'est pour les miens au départ que j'aimerais y retourner. Et on ne peut rendre une nation heureuse qu'en ayant des familles heureuses. Et quant à la question il va finir, quant à la question justement de l'afro-optimisme dont il parlait. Oui, j'y reviens parce que c'est faux de dire qu'on a fait taire tous les leaders. On n'a pas suffisamment de perspectives pour réaliser jusqu'à quel point on a encore des leaders aujourd'hui. Parce que les leaders que nous acclamons aujourd'hui, les Kwame Nkrumah de leur époque, même Diori, il a été quand même un leader. Modibo Keïta a été un leader d'une certaine façon. Les Olympio et compagnie, à leur époque, pour en avoir parlé avec leurs contemporains, ils n'étaient pas vus comme de si grands leaders que ça. C'est l'histoire qui a permis de prendre la mesure du travail qu'ils font. Alors il y a des voix probablement que nous entendons aujourd'hui et qui ne nous donnent pas toute la mesure de la place que l'histoire leur accordera un jour. Je ne pense pas que toutes les voix se sont tuées. Au contraire, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui, qui parlent avec des mots qui sont différents des nôtres, mais qui parlent à leur génération. Mais sûrement que parmi ces voix, puisque nous sommes dans le cadre des grandes voix francophones, donc on parlera aussi surtout de grandes voix d'Afrique. Parmi ces voix-là, il y a bien évidemment vous, Guy Amou, on va en parler en fin d'émission. Et Jean-Paul Bongo, vous êtes aussi une grande voix de l'Afrique sur le continent américain. Et justement, vous allez nous parler de vos activités en tant que journaliste depuis ces longues années que vous êtes installé ici. Que faites-vous depuis, puisque vous êtes, malgré l'âge, vous êtes très actif, vous, même lorsque vous retournez au pays, vous gardez le contact, vous devenez, comme le disait Guy, un correspondant de luxe. Parlez-nous de vos activités, Jean-Paul. Correspondant de luxe, oui. Mais de par la radio que j'ai toujours pensé était un créneau pour vendre un peu ce qu'on a autour de la communauté. D'ailleurs, c'est un média qui est, je dirais, qui est magique parce que là, on est en train de parler, on ne nous voit pas. Heureusement qu'il filme, lui. On ne nous voit pas. Ça pousse les gens à réfléchir quand on dit des choses. Bon, alors le boulot que je fais, à part la radio, je suis aussi informaticien de gestion. Alors, qui a été dérouté à un moment donné, d'ailleurs, et heureusement que j'ai repris tout ça dans mon bureau de consultation, parce que je suis consultant aussi en communication et en gros en communication. Je fais beaucoup de gestion informatique aussi. Et la radio m'a permis justement un peu de se faire connaître, vendre un peu ce qu'on fait ici. Et quand on va au pays, on peut aussi facilement ouvrir des portes, je pense, parce qu'on a des choses à dire. On a beaucoup de collègues, les gens de notre génération, ceux qui sont restés au pays, qui occupent quand même des postes importants en ce moment. Ce sont nos partenaires. Ce sont des gens à qui on peut parler. Tout à fait, oui. Ce sont des gens, je dis, qui sont nos partenaires en ce sens que on rentre dans le pays, on peut parler à quelqu'un qui est fonctionnaire ou fonctionnaire quelque part, où on peut essayer de transmettre ce qu'on a. Des idées, des projets, ce n'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses au pays. Moi, je dirais toujours, comme je dis toujours, optimiste, peut-être trop. On va s'en sortir un jour. On ne cherche pas le leader. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les choses bougent en Afrique en ce moment. Les leaders sont
dans tout ce qui bouge en ce moment en Afrique. Peut-être qu'on ne les connaît pas encore maintenant, mais il y en a des leaders à l'intérieur. Et les changements vont au fur et à mesure que les choses bougent en Afrique. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Il y en a toujours de l'espoir. Les leaders, au fur et à mesure que les générations changent, les leaders sont dans ces générations qui changent. Et les leaders ne sont pas forcément des chefs d'État, des hommes d'État. Non. Les leaders, ça peut être le citoyen lambda, le jeune rappeur, le jeune slammer qui prend sa plume pour dire des vérités, justement. On va aborder rapidement un autre pan. Puisque vous êtes là depuis 40 ans, j'essaye de faire cette petite comparaison avec l'immigration africaine en Europe, ou plutôt en France. On a comme impression que le Canada ou le Québec offrent de meilleures conditions d'immigration aux Africains. Est-ce que c'est cela? Vous allez y aller d'abord, Guy? Je vais y aller parce que bon, il y a un contexte historique qu'il faut voir ici. C'est que la France ayant été le pays colonisateur de plusieurs pays en Afrique, au détour de la guerre, les gens, parce qu'il y avait énormément de problèmes de famine et autres dans ces pays-là, les gens s'en allaient. Et l'immigration, au départ, était essentiellement une immigration de petits travailleurs. Ce qui est complètement différent ici, c'est que l'immigration africaine, non pas seulement d'élite, mais l'immigration africaine ressemble à Jean-Paul et moi, en ce sens que c'est des étudiants qui sont venus, des gens qui ont étudié, qui ont pris le temps pendant qu'ils étudiaient de s'adapter à la réalité, et puis après qui ont commencé à travailler. Donc ce n'étaient pas des gens qui allaient balayer les rues ou qui couraient à gauche à droite pour réclamer un petit pain. Ce type de vague d'immigration, on commence à le voir maintenant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent beaucoup plus pour chercher du travail. Mais au départ, à notre époque, c'était uniquement des étudiants. Absolument. Qui immigraient. Et qui, comme Jean-Paul et moi, venaient uniquement en attendant de retourner au pays et qui choisissaient de travailler ici en attendant aussi. C'était toujours en attendant. C'était toujours en attendant. En attendant de. En 2007, vous posez la question à Jean-Paul. J'ai fait un séminaire ici où j'ai demandé aux nôtres de finir de défaire leurs valises. Ah oui, c'est vrai. Il avait raison. Il avait raison. Dites-moi, Jean-Paul, quand finirez-vous de défaire vos valises? Alors là, c'est une bonne question. Hein? Allez-y. C'est une bonne question. Quand? Oh là là. Vous voyez, j'ai des difficultés vraiment à répondre à cette question. Non, mais il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il fait des va-et-vient. Voilà. Mais il fait des va-et-vient. Il est ici, il est là-bas, il est ici, il est là-bas. Donc, il est toujours dans ses valises. Quand on parlait, pour revenir rapidement sur l'immigration, vous ne savez pas, comme Guy a su expliquer, ici, on venait pour étudier. Pour étudier. Et quand on intégrait des sociétés au coin, on était... c'est parce qu'on méritait et on nous trouvait une certaine hauteur, on nous prenait à une certaine hauteur. Hein? Nous, à Radio-Canada, on était 5 immigrants, on était comme des spécimens rares. Ah oui. Et il n'y avait pas de clivage, il n'y avait pas de comportement extérieur qui montrait que vous étiez différent? Tout ça est arrivé après. Ouais. Après que, bon, peut-être que les gens commencent à sentir ils commencent à se sentir un peu envahis, mais au début, c'était pas ça du tout. C'était pas que les gens appréciaient, les gens qui venaient de l'extérieur, qui parlaient la même langue et qui avaient les mêmes compétences qu'eux. Donc, question de couleur de peau n'était pas si important que ça. On donnait un peu la chance à tout le monde. C'est comme ça que nous avons pu intégrer et les enfants sont venus au monde ici. Bon, mais enfin, pour les enfants, c'est un autre, c'est leur monde à eux. Hein, ça, oui, Guy, vous avez envie de compléter. Oui, il faut ajouter quelque chose. Nous avons eu la chance, Jean-Paul et moi, d'arriver ici au lendemain de la Franco-Fête. Les gens se souviennent peut-être pas de ce qui s'est passé en 1974 ici, où on a fait une fête. C'est d'ailleurs les festivals sont nés de ça, où toute la francophonie s'est retrouvée à Québec, et ça a été une fête culturelle qui a suivi l'exposition universelle de 67 à Montréal. Donc, ces gens-là, tout à coup, avaient l'impression de s'ouvrir au monde. Et quand nous sommes arrivés, c'était le monde auquel ils s'ouvraient, qu'ils recevaient chez eux. Donc, ça a été extrêmement
positif pour nous. On a été chanceux à ce niveau-là. Aujourd'hui, je le vois, c'est plus la même chose. Non, c'est plus la même chose. Et pour eux, c'était aussi une bonne façon parce que c'était comme un couteau à double tranchant. Eux aussi, c'était une bonne chose pour eux parce qu'ils s'intégraient aussi au monde. Exactement. Et on comprend après votre explication pourquoi le Québec reste quand même une tête de pont en matière de promotion de la langue française et de la francophonie aujourd'hui en Amérique du Nord. Ben, parlant de francophonie, oui, si je sais. Oui, d'accord, allez-y. Je vais ajouter une chose, parce que quand on parle souvent des pères, de ceux qui ont rêvé la francophonie, on parle de Didier Ratirac. Non, pas Diori. Non, Amani Diori, c'est un d'or, mais le malgache. Le malgache. Son nom est sorti de la tête, mais on oublie souvent un petit journaliste qui est devenu Premier ministre, René Lévesque. Il a été de ceux qui ont rêvé également la francophonie, et je me rappelle quand la deuxième rencontre générale de la francophonie a eu lieu à Québec, il couvrait l'événement et il était extrêmement ému. Ben, c'est important de savoir toutes ces choses et il faut des personnes comme vous qui ont eu beaucoup d'expérience donc dans l'espace francophone sur le continent et ici donc en Amérique du Nord pour nous conter tout ça. Quelqu'un qui est parti des rives du Mono, parfois même du Koufo, c'est lui. Vous, Jean-Paul, vous êtes parti des rives du Brazzaville, oui, donc des rives du Zaïre. Non, du Congo. Du Congo, ouais, c'est le Congo. Le fleuve Congo. Ouais. Et il paraît que c'est l'autre Congo, c'est la RDC maintenant, c'est l'ancienne, mais c'est le Congo. Il paraît que le Congo, le fleuve sépare les deux capitales les plus proches du monde. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça se passe bien là-bas de temps en temps quand vous y retournez. Mais justement, Guy Amou... À présent, en tout cas pour le moment. De l'autre côté, c'est autre chose. On ne va pas parler politique. Ouais, alors, Guy Amou, vous êtes donc écrivain, je l'ai dit, journaliste, et vous sortez des livres comme parfois on cligne les yeux, on cligne des yeux. Parlez-nous, vous avez sorti jusque-là combien de livres? Mon 8e titre sort demain. D'ici la fin de l'année, un autre. Donc, j'en aurais fait 9 en 9 ans. Assez prolifique quand même, hein? Il a la plume, hein? Il a la plume. Et c'est la faiblesse que j'ai, d'ailleurs. Vous pouvez regarder ici, hein, Murmure du Mono. Si vous ne connaissez pas le Mono, c'est un fleuve qui traverse le Bénin et le Togo et qui donne son nom et qui finit donc dans l'océan Atlantique. Le Mono qui en même temps est un nom d'un département du Bénin d'où je viens. Et nous avons aussi les racines du Boncoul, Rêve de silence. Alors, il s'agit ici d'un recueil de poèmes, Murmure du Mono, c'est une nouvelle. Alors, ce que nous allons faire, Jean-Paul va peut-être nous dire son mot de la fin et Guy Amou, votre mot de la fin sera de choisir ici un poème, celui qui vous a peut-être le plus marqué, ou celui qui est peut-être le plus difficile à écrire, je n'en sais rien, et que vous allez pas déclamer, lire ou à vous de choisir. Alors, Jean-Paul, pendant qu'il est en train de choisir son poème fétiche ou son poème le plus sordide, je ne sais pas, le plus difficile à écrire, vous nous direz, après 40 ans... Après 40 ans, le mot de la fin que je dirais, c'est toujours la démarche que j'ai toujours eue, en fait, c'est de ne pas, de toujours penser qu'il y a beaucoup d'espoir en Afrique. Quel que soit l'endroit où on se trouve, en dehors de l'Afrique, il y a toujours de l'espoir en Afrique. Il faut, à chaque geste, je pense, qu'on fait à l'extérieur, il faut penser à l'Afrique. Il y a beaucoup d'espoir, les générations changent, il y a beaucoup de choses qui changent en Afrique en ce moment. Quand vous allez en Afrique, ce n'est plus pareil parce que justement les choses changent. Oui. Et la nouvelle génération, il faut la préparer pour ça justement. L'objectif donc avec les grandes voix francophones ici au Salon du Livre de Montréal, c'est de faire partir de cette Afrique qui gagne et de cette Afrique qui gagnera à coup sûr et forcément on ne manquera pas le rendez-vous de l'histoire. Vous êtes prêt, Guillermo? Je suis tombé sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est... je ne suis pas sûr que c'est ce qui convient le mieux, mais bon, on va essayer. Je vous tiens le micro. Non, ça va. Je vais essayer de me rendre intelligible parce que j'ai choisi quelque chose qui est assez court. Donc, bon, alors ça a pour titre Anathème.
Les oiseaux ont déserté les branches des arbres qui, dignes et modestes, continuent à soutenir le regard trop limpide du ciel. Le village se réveille dans le silence. Pas un soupir, aucun bâillement, pas le moindre grincement d'os contre la hébétude du vide. Le vent a désappris jusqu'au réflexe d'étirer vers ce souvenir du sourire ses doigts impudents. Le jour ouvre ses paupières sur l'absence. Soudain une voix, pareille au râle édenté du vieillard penché sur la mémoire béante de sa descendance. Et que dit cette voix? Cette voix dit, maudit, maudits soient les animaux qui ont perdu tout vocabulaire en se baptisant homme. Merci, 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 merci. Vous aurez compris, oui. Vous aurez compris que tout va tourner autour de l'homme, de l'homme africain, et que demain n'est pas loin, et que demain est tout proche. Demain nous appartient. Merci d'avoir été avec nous aux Grandes Voix francophones ici au Salon du Livre de Montréal. À très 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 bientôt. Au revoir.